Et les amis, bienvenue dans ce nouveau épisode, un épisode très spécial avec un invité aussi très spécial. Salut Flo et bienvenue dans le Sad Ben Show, on est à l'épisode 34, si je dis pas de bêtises. Eh bien merci de m'accueillir enfin depuis tout ce temps. C'est ça fait un bon moment, on va voir qui est Flo, quel est son parcours et pourquoi il est là. Donc une des principales raisons de notre ami Flo avec nous aujourd'hui ici, c'est qu'il a reçu 3 trophées, non pas un, mais 3 trophées en fin libre. Donc le premier à 1 million, le deuxième aussi à 1 million et le troisième aussi à 1 million aussi. Donc le trophée en fin libre, qu'on donne aux personnes qui réalisent plus de 1 million et Flo a fait plus de 3 millions d'euros grâce à sa boutique e-commerce. Il va nous dire comment il a fait, son parcours et il va nous partager tous les tips, les erreurs peut-être qu'il faut éviter. On va voir ça en détail. Flo, tu dois rien nous cacher. Non, assez de transparence. C'est ça. Donc alors, qui est Flo? Parle un petit peu du Flo d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait Flo aujourd'hui dans la vie? Et parle un petit peu de tes boutiques e-commerce aussi. Ok. Bien moi aujourd'hui je suis nomade digital, donc ça faisait partie vraiment de mon pourquoi depuis très longtemps. Je suis enfant d'expatrié, donc j'ai ça dans le sang de voyager. Donc nomade digital, pour ceux qui peut-être qui connaissent pas, c'est quoi ta définition de nomade digital? Nomade digital, aucune limite géographique. L'avantage du e-commerce, c'est que tu peux travailler en voyageant, tu peux voyager en travaillant. Il te faut connexion internet, une bonne connexion, ton PC, ton téléphone, ton cerveau et c'est parti quoi. Une bonne formation au départ, un suivi, toujours être accompagné, s'entourer des bonnes personnes, toujours être coaché, mentoré, on l'appelle comme on veut. Et puis voilà, donc du coup moi j'ai pas de domicile fixe. Voilà, je sais pas, là on est au mois d'août. Déjà cette année, j'ai fait quelques mois en Estonie où j'ai mes sociétés, un petit passage en France, un petit passage en Turquie. Là maintenant je suis au Maroc. Je devais rester juste. Finalement j'ai changé mes plans. Je reste jusqu'à la fin du mois. C'est ça. Alors qu'on est en année 2021, une année très spéciale. Et je suis pas vacciné. Donc voilà, attention voilà. à ces genres de propos. Ouais. En 2022, peut-être qu'on est dans l'illégalité. Mais ouais, c'est ça, c'est très compliqué. Et franchement, aujourd'hui, la liberté géographique, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et de plus en plus, on se rend compte de ça. Parce qu'on a un business sur Internet, parce qu'on fait de l'e-commerce, on peut voyager, on peut faire un podcast comme ça, même si on n'a pas le meilleur matériel possible, mais c'est possible. Tout à fait. L'avantage de ce métier, c'est que tout est digitalisé. Bon, faut tout mettre en place, bien sûr, ça se fait pas comme ça, mais c'est un business qui s'automatise à 95-98%. Tous nos échanges, il y a Internet, WhatsApp. Entre la Chine, entre les différents associés qui sont dans plein de pays, les prestataires, les freelances, on peut vraiment tout faire avec une connexion internet. C'est ça. Pas besoin de se déplacer physiquement. Donc comment on se connaît Flo? Où est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? Alors c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement après tout ce temps. Mais depuis maintenant combien d'années? Alors je vous ai découvert via des amis en commun. Thomas et Camille qui m'ont parlé de vous et c'est au tout début du Char Club. C'était l'idée de vous mettre en place et je me souviens, je voulais rejoindre et Enzo m'avait envoyé un mail pour me dire il n'y a pas encore la page de vente, tu peux pas encore payer, ça va sortir incessamment sous peu et donc j'ai fait partie vraiment des tout premiers du Char Club. C'est ça, donc pour le Char Club, pour ceux qui ne connaissaient pas les amis, c'est un de mes premiers programmes, mes premiers pas dans le monde de la formation du coaching que j'avais fait avec mon partenaire Enzo à l'époque. C'était un club d'entrepreneurs, d'e-commerçants. Le but c'était d'échanger, de partager ensemble des astuces, créer tout simplement une petite communauté tout simplement autour de l'e-commerce. Donc aujourd'hui, plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires aussi en e-commerce. On va voir ça en détail, mais d'abord, parle un petit peu plus de ton parcours. Est-ce que tu es né dans le monde du business? Est-ce que tes parents, ton entourage étaient des entrepreneurs? Est-ce que tu faisais déjà du business en ligne auparavant avant de découvrir l'e-commerce? Dis-nous tout. C'est parti simplement d'en avoir marre en fait. D'accord. Moi j'étais marre pas de quelqu'un. Quoi? Marre de la situation j'avais pourtant un bon poste que j'ai acquis avec le temps. Mais frustration de ne pas aller au bout de mes idées, de comprendre que c'est un système où tu es un numéro.
l'épanouissement en fait, l'épanouissement professionnel. J'avais atteint des limites, des plafonds de verre que tu peux pas casser, parce qu'en France, en gros, c'est ton diplôme qui fait les choses. Moi, sur le papier en tout cas, c'est juste un bac scientifique. Et donc j'ai une double carrière militaire avant de passer dans le civil, d'avoir des métiers plus conventionnels, on va dire. Mais voilà, t'as pas de diplôme ou ton bac S, il sert à rien. Celui qui a un CAP, BEP, son taux horaire est même plus fort que le tien. Donc c'est soit tu refais un cursus ingénieur ou un bac plus 5, mais quand tu es déjà dans la vie active, ben, c'est très compliqué de pouvoir gérer une école sur 5 ans, plus les factures, tu es autonome. Hein. Donc cette option-là n'était pas envisageable. Bah, du coup, tu fais l'intérim, tu fais des petits boulots. Et heureusement, finalement, parce que tu t'en rends pas compte au début, mais aujourd'hui, tout ça, ça me sert. J'ai fait l'intérim dans la logistique. D'accord. Aujourd'hui, la logistique, c'est mon métier. Est-ce que c'était calculé, ce genre de petits boulots? Non, justement, pas du tout. D'accord. Tu prends ce qui est accessible, donc c'est des trucs, voilà, tu es manutentionnaire, j'ai bossé en BTP, apporter des sacs de ciment, voilà, un truc très très binaire, quoi. Mais, c'était en mode survie, je veux... Ouais, c'était clairement alimentaire, et essayer de trouver ma place, parce que dans mon cursus militaire, il n'y avait pas moyen de valoriser ou de faire une conversion dans le civil de mes compétences. C'est pas des compétences qui sont, on va dire, conventionnelles. Donc du coup tu repars un peu à zéro, t'étudies le marché en fait, entre guillemets, encore une fois, et pourquoi en fait tu as marre en fait? Qu'est-ce qui te fait arrêter et penser à autre chose que le salariat ou des petits boulots de droite à gauche? Est-ce que c'est plus pour l'aspect financier? Est-ce que tu veux faire plaisir à ta famille peut-être, faire plaisir à toi? Est-ce que tu veux voyager? Quel est le pourquoi en fait? Alors, il y avait un épanouissement professionnel, intellectuel. D'accord. Donc, parce que j'ai toujours été guidé pour ça. C'est pour ça que je me suis jamais mis en CDI dans une société. J'étais plus à l'aise en tant que consultant à travailler dans des équipes différentes, nouveaux projets, vraiment me réinventer à chaque fois. J'ai besoin de me réinventer. C'est un choix, tu voulais pas t'attacher à un CDI? Ouais, d'avoir pendant 10 ans les mêmes collègues, habiter au même endroit pendant 20 ans. Ça, depuis que je suis tout petit, je comprends pas ça. Et je savais que c'était pas fait pour moi. Donc professionnellement, d'être consultant, c'est bien, tu changes d'équipe, tu changes de client, il a une méthodologie, une culture d'entreprise qui est différente, donc voilà, ça t'alimente, mais en fait c'est juste un écran, quoi. C'est intéressant jusqu'à un certain âge, mais après quand tu te poses des questions, dire tiens, je vais peut-être commencer à faire aussi construire ma vie, un prêt bancaire, voilà, et quand tu t'es confronté à ça et te dire merde, mon salaire suffit pas, et qu'est-ce que je peux faire? T'as un plafond de verre, voilà. Et alors, je te coupe rapidement. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, est-ce que quand tu fais ces petits boulots à droite à gauche, tu changes à chaque fois de métier ou d'environnement, est-ce que tu as une vision long terme? Tu te dis, voilà, j'ai un but final, c'est ça, etc. Ou alors c'est juste en mode, ça se passe de manière automatique en fait? Non, en fait, j'aurais pu continuer en fait toute ma vie comme ça, mais c'est à un moment donné où on me donnait plus le change. C'est-à-dire que comme j'avais pas de diplôme ou autre, en fait, je suis monté en compétences à différents postes de responsabilité parce que je montrais que je travaillais plus qu'un autre qui avait un diplôme, qui lui, il avait déjà son poste. Moi, il fallait que je cravache, il fallait que je prouve à la méritocratie. Ça c'est toujours ce qui m'a guidé. Donc du coup, c'était un bon deal jusqu'à un certain temps où en gros, on me proposait de monter en compétences, mais le salaire suivait pas. Je rentrais toujours dans une grille par rapport à mon bac scientifique, un petit peu d'expérience, donc on me mettait toujours un petit peu plus. Mais comparé à quelqu'un qui avait le diplôme, il y avait un gros décalage financier. Mais jusqu'à un moment, c'était bien pour moi parce que je savais que ces postes-là, je n'aurais pas accès si on ne me tendait pas la main. Donc, c'était gagnant-gagnant, tu me payes moins cher, mais tu me fais monter. D'accord. Donc, jusqu'à un certain temps, c'était cool. Mais à un moment, quand tu te rends compte que ton poste, il équivaut à un ingénieur 15 ans d'expérience, et que lui, il est payé 5 fois plus que toi. Il y a une frustration ici. Ah oui, grosse frustration. D'accord. Parce qu'en plus, tu donnes plus, tu fais plus, et tu te rends compte que tu n'auras pas plus, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que tu penses à quoi? Tu penses à l'entrepreneuriat? Tu penses au business? Non, j'essaie de comprendre un système où je me dis, mais merde, donc du coup, tu changes de boîte. Tu te dis, ouais, c'est peut-être l'entreprise qui ne va pas, tu changes tes clients. À un moment, tu as fait le tour, tu as changé de client, tu as changé ta boîte, tu as changé tes collègues, tu as changé tout ça, et tu reviens toujours au même constat.
Et il a quel âge à cet instant, Flo? Euh, Alors, ce qui m'a fait aussi changer, c'est que j'ai fait 2 burn-out avant mes 30 ans. Et le deuxième, disons que le premier n'a pas été suffisant, visiblement, j'ai pas compris la leçon. Mais le deuxième m'a vraiment mis complètement. Je pouvais pas être plus bas. Et là, j'avais besoin d'aide. Alors qu'avant, c'était impossible pour moi d'accepter qu'on m'aide. Pour moi, je devais gérer tout seul. C'était un homme. Côté machin. militaire, quoi. Ouais. Mais là, j'ai compris que mon corps suivait plus, c'était plus possible. Donc du coup, j'ai fait cette démarche et là, ma vie a commencé à ce moment-là. C'est assez dingue de se dire ça, mais en suivant voilà, une psychanalyse ou autre, donc tu comprends pourquoi tu es différent, pourquoi en fait tu es dans un système qui ne te correspond pas. Et en fait, tu essayes de te forcer à rentrer dans un moule. Alors que c'est pas ça la démarche. D'accord. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, bah non, en fait, moi, mon profil à moi était beaucoup plus à être indépendant pour pouvoir Libre. aller au bout de mes idées. Parce que toute ma carrière, enfin, dans beaucoup de choses, c'était la frustration de ne pas pouvoir aller au bout de mes idées. Et moi, c'est l'amélioration continue. Je vois un système, un process, dès qu'il y a une faille, je la vois. Et du coup, je me dis, il faut régler ça. Comme ça aide tout le monde, une méthodologie de travail, une organisation, ou même financièrement. Sur des projets, j'avais même un rôle de chargé d'affaires, alors que c'était ma chargée d'affaires qui me mettait chez des clients et c'est moi qui faisais le boulot sur place chez le client. À être chargé d'affaires, je comprenais le client, il nous avait missionné pour une tâche, un périmètre de travail, mais tu es au contact tous les jours et tu dis tiens, ouais, j'arrive pas à faire ça, j'ai ce problème-là. Tu dis bah attends, moi ma boîte, il y a des gens qui sont compétents pour le faire. Pourquoi pas, bah tiens, je t'en parle. On peut placer d'autres personnes. Donc du coup, bah, j'avais le rôle de chargé d'affaires à gonfler le portefeuille client, les prestations, voilà. Et moi, je gagnais rien de tout ça en fait. Je m'amusais à faire ça et je comprenais la logique des choses, mais je récupérais rien. J'étais un exécutant, c'est tout. Donc, et après cette frustration, parle-nous un petit peu de tes premiers contacts avec le monde de l'entrepreneuriat d'abord, ou alors c'est le business en ligne, je ne sais pas par quoi tu as commencé. Bah, en fait, on revient toujours à ce deuxième burn-out et à travers ces psychanalyses et de comprendre qui j'étais, j'ai fait des études, des groupes de travail, à discuter avec des gens qui avaient le même profil que moi, des gens plus âgés, et de comprendre qu'en fait, si je réglais pas ces problèmes-là, ou en tout cas, j'apprenais pas à me connaître, donc déjà, c'était du dev perso, sans mettre ces mots-là, parce que dans ce monde-là, ils n'utilisent pas ce lexique-là, d'apprendre qui j'étais, comment je fonctionnais, et surtout d'identifier mes forces et mes faiblesses. Mes forces, on continue, mes faiblesses, il faut que je les bosse. D'en faire une force en fait, parce que j'ai un gros potentiel. Mais à chaque fois, la frustration et de ne pas détecter ce potentiel-là, bah, en fait, j'étais exploité et c'est moi à chaque fois qui payais les pots cassés. Okay. Donc du coup, de prendre conscience de ça, et en plus, je comprends que j'ai un problème héréditaire. Où en fait, c'est au niveau du dos, c'est une spondylarthrite aiguë ankylosante, et en fait, si je ne fais rien, donc c'est un gène qui peut s'activer ou pas, mais mon père l'a. Et je vois mon père qui venait de tomber à la retraite, bossu, impossible de tourner, la tête. Je me suis dit, je veux pas. Si je fais rien, c'est ça que je vais être dans 20 ans, 30 ans. Et je dis, hors de question. Donc du coup, il fallait que je trouve des solutions pour. On m'a dit, il n'y a pas de traitement. Il faut que tu sois du préventif. Il faut vraiment que tu apprennes à muscler ton dos, parce que tout va être là, pour que ta colonne, elle soit correcte et que le gène ne s'active pas. Et comme je savais que j'avais une vie sédentaire, PC, bureau. Donc, m'a dit, il faut que tu apprennes vraiment à gérer ça. Donc, tu rentres dans un... Forme-toi sur des postures, sur de la kiné, du sport, une activité. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé sur Internet, j'ai cherché. Et là, je tombe sur une formation qui s'appelle Alpha Body. Et là, je rentre dans ce processus-là. Formation en ligne, c'est ça? Formation en ligne. Ta première formation en ligne? Ouais, toute première formation. Alors, j'ai pas eu ce réflexe de me dire ça va pas marcher, parce que j'ai pas abordé, comme beaucoup, j'ai pu entendre des gens dire ouais, formation en ligne, j'en ai jamais fait, mais je pense que c'est de l'arnaque, comment c'est possible qu'à distance, tu vois. Mais même là, c'était du sport. Et je vois qu'il y avait plein de gens autour de moi qui me disaient mais comment c'est possible que le gars à distance, ouais. Faut que le coach soit avec toi, il te montre, il te pratique, il te corrige, à distance ça marchera jamais. J'étais tellement en souffrance de cette peur de devenir comme mon père, de devenir vraiment malade. Je dis hors de question, je veux pas vivre comme ça. Parce que là, il peut pas voyager, il a plus le droit de conduire. Même conduire, parce qu'il peut plus tourner la tête. Ouais.
il vient à peine d'être à la retraite, il a travaillé toute sa vie. Alors qu'on nous dit que c'est à la retraite qu'on va commencer à vivre, Ouais. voilà, on n'aura plus à travailler, etc. Ouais. Alors que malheureusement aujourd'hui, les études disent le contraire. Hein. Ouais. Surtout, en tout cas, j'ai vu une étude sur les hommes, je crois, dès qu'on arrête, on passe à la retraite, je crois, si on n'a pas une autre activité à droite, après, Ouais. je crois, L'organisme. l'organisme va Ouais. s'éteindre J'en ai vu et plein. J'en ai vu plein des c'est départs triste en à voir. retraite Ouais. en l'espace de quelques semaines, décès. C'est triste à voir, en effet. Donc là, Flo, il rejoint sa première formation en ligne. Ouais. Donc là, tu découvres un petit peu, je pense, un environnement d'entrepreneur, de formateur, de coach. Alors, il n'y avait pas de coach. C'était vraiment une formation qui venait de s'ouvrir, D'accord. qu'on pilote un peu, qui se D'accord. formait. Alors, il y avait un espace membre, un groupe Facebook. Et là, j'ai vu beaucoup de bienveillance, en fait. Et là, ça m'a rassuré. J'étais entouré de profils complètement différents, des gens qui étaient plus entrepreneurs déjà. Dans le groupe, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient cette démarche parce que d'avoir une hygiène de vie, donc sport et nutrition, ça permet d'être plus performant dans son business. Et c'est là où j'ai découvert les notions de domaine de vie, de développement personnel, où il n'y a pas que le business, il faut que tu aies un équilibre avec l'hygiène de vie, ton mindset en fait, il faut que tu le développes. Et du coup, j'étais déjà entouré d'entrepreneurs. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, mais me dire, mais eux, ils ont cette vie-là, ils ont un business. Et là, comme c'était très intimiste, en fait, hein, c'était des discussions sport-nutrition. Donc là, peu importe qui tu es, il n'y avait pas de classe sociale. C'était, mais de me dire, mec, il est plus jeune que moi, il a déjà une société, il fait ça, il fait ça. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux. C'est vraiment une très bonne réflexion parce que j'ai eu la même moi aussi lorsque je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Je me suis dit exactement, j'ai vu des personnes faire ce que je veux faire alors que je ne savais pas que ça existait en fait, Voilà. auparavant en fait. Et c'est le but en fait de ces podcasts-là, de tout ce qu'on fait aujourd'hui sur la chaîne YouTube, etc. C'est de montrer, Il faut démocratiser. c'est ça, pour les gens disent, bah tiens, c'est possible, si lui il a fait ça, si Flo a fait ça, bah pourquoi pas moi en fait. Ouais. Donc là, tu découvres un petit peu le monde de l'entrepreneuriat, tes premiers pas, tu vois ce que tu veux maintenant, ton nouveau pourquoi, on va dire. Je sais que je veux sortir du salariat. Je ne C'est sais ça. pas comment. Tu veux je être sais pas libre quoi. géographiquement, tu veux pas avoir de patron. Alors, je ne sais pas encore à ce moment-là, j'ai pas encore cette idée-là de liberté géographique. D'accord. J'ai même pas, même le dropshipping, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui existe? Alors, on parlait toujours bourse, trading, immobilier. D'accord. Il y a 2-3 ans, c'était vraiment ça. Et le mot dropshipping, enfin, déjà e-commerce, c'est un mot qu'on n'entendait pas. Et dropshipping, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, est-ce que tu as testé des autres business models avant de commencer le dropshipping? Est-ce que tu as commencé, je sais pas, l'immobilier, la bourse? Non. Alors, ce qu'il y a, c'est que du coup, je découvre ça. Donc là, c'est une boîte de Pandore qui s'ouvre. Et comme j'étais avec des entrepreneurs qui étaient déjà aguerris, les gars, ils faisaient de la bourse. Ils faisaient de l'immobilier. Ils avaient un business dans ça. Donc je me dis, ok, bah du coup, je vais faire ça. Sauf que Tout en même j'avais temps? pas compris, voilà, D'accord. tout en même temps. Donc je me suis dit que je les ferais dans l'ordre, mais ça allait s'enclencher rapidement, quoi. Mais j'avais pas compris ce concept que non, d'abord tu crées un seul et unique business, tu te consacres à 3000% et tu le développes. Là, il faut que ta liberté financière vienne de ce business-là. Et c'est après, là tu mets une casquette d'investisseur, là c'est différent. Là tu investis, mais tu peux pas créer 3 business en même temps. Ça, c'est l'erreur. Et je vois beaucoup de jeunes, alors pas question d'âge, mais de nouveaux qui s'intéressent, ils veulent tout faire. C'est ça, il se compare en fait à Ouais. Warren Buffett, à je sais pas qui, alors que le mec il est là, il a ses premiers millions, c'est devenu multimillionnaire avec un seul business. C'est ça. Avant de, comme tu as dit, mettre la casquette investisseur. Donc là, quel est le premier business avec lequel tu as commencé sur Internet? Alors, c'est une première fois. Alors, on va dire, on va compter la formation Alpha Body comme une formation en soi, parce que vraiment, c'est elle qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le fait que c'est pas tout de suite. Tu vois, tu veux faire un changement physique, c'est dans le temps. C'est pas que tu as fait une semaine de sport, tu vois pas de résultats, c'est frustrant. Mais c'est normal, ça s'enclenche. Il y a des résultats qui se voient à moyen terme et à long terme. Donc déjà, j'avais compris ça. Et je l'ai retrouvé après, évidemment, dans le business où c'est un marathon. Tout de suite, tout gratuit, tout maintenant. Tu veux des raccourcis, c'est tout l'opposé. C'est pas comme ça que ça marche. Du coup, je me dis, ok. Donc moi, ce qui me bottait, c'était le trading, en fait. D'accord. J'avais une appétence. Pourquoi le trading? Pourquoi le trading? Parce que j'étais beaucoup sur PC. Moi, avant, mon dernier poste, je travaillais dans le nucléaire, sur des projets expérimentaux.
voilà, 3D, simulateur, intelligence artificielle, etc. Il y a Donc, beaucoup d'algorithmes, de ouais, robots dans ouais, ce c'est système-là. ça. Donc, Du trading de Forex ou du trading général? alors, je ne savais pas exactement. Je savais que le trading, c'était vraiment. Fallait vraiment avoir. Le mot mindset, je ne le connaissais pas, mais je savais qu'il fallait câbler d'une certaine manière, d'être performant. Tout le monde ne peut pas être trader, donc il y a aussi ce challenge que j'avais envie. Et à travers le parcours pour me connaître, je connaissais mes forces en fait. D'accord. Fait d'analyser beaucoup, Ne pas être émotionnel. de pas. Voilà, j'avais déjà D'accord. une appétence pour de pas être dans l'affect. Parce que mes D'accord. 10 ans de pompier, par exemple, j'étais 10 ans pompier volontaire, on te formate à ça, à pas vivre dans l'émotion. Il faut que c'est toi le professionnel, tu dois vraiment être en capacité de travailler et de ne pas subir tes émotions. Donc ça te forge en fait, ça te formate. D'accord. Donc après ça s'applique dans ta vie, tu vois, Donc, plein de choses. Comment ça se passe avec le trading? Tu as des résultats? Est-ce que... Alors, je prends la formation de Tammy Cabage. Et pareil, c'était dans les tout débuts qu'il a commencé sa toute première formation qui était assez complète. Et vraiment, le génie qu'il avait sur ça, c'est que, comme le trading, il faut un mindset. Vraiment, il faut être câblé. Donc, faut d'abord travailler sur soi avant de faire du trading. Et donc, 50% de la formation, c'était du mindset. Et donc, je fais ça et je comprends. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une approche où il ne te force pas à faire du trading. Bien sûr, c'est pour le trading, mais le but d'abord, c'est sortir de la rat race. Donc, il y avait tout un parcours, un cheminement, une compréhension pour ça. Et au final, de ce que je comprends, c'est que le trading, c'est pas que c'est pas fait pour moi, c'est juste que c'est pas le bon moment. Parce que j'ai pas suffisamment de fonds. Il faut vraiment des fonds pour se lancer en trading et en vivre. Faut se former, voilà, c'est un vrai parcours. Donc, au fur et à mesure, j'étudie sa formation et je comprends que moi, par rapport à mon âge, ma situation familiale, pas d'enfants, etc., pas d'investissement, salarié, à tel niveau de salaire, etc., il me restait que 2 options avec un petit capital pour me lancer, c'était soit l'immobilier, soit le dropshipping. C'est à ce moment-là que j'entends le mot dropshipping. Ok, super. Bah, écoute, tu vas nous parler un peu plus du dropshipping et comment aujourd'hui tu arrives pu faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était à quand lorsque tu as découvert le dropshipping? C'était combien d'années? C'était, on va dire, à l'été 2018. 2018. Un petit peu avant, ouais. Ok, donc tu décides d'arrêter le trading parce que voilà, c'est normal, ça nécessite un gros budget pour en vivre. Et tu te lances dans le dropshipping. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu te formes gratuitement? Est-ce que tu achètes une formation? Est-ce que tu te fais coacher? Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand Tammy fait intervenir différentes personnes de différents métiers, des fois c'était des intervenants immobiliers, d'autres bourses, d'autres trading ou autres, et là c'était un intervenant dropshipping. Donc je découvre ce gars, il explique à travers sa vidéo YouTube, il présente ce que c'est que le dropshipping. Je lui dis c'est intéressant, et puis derrière évidemment il propose sa formation. Donc une formation vidéo pure et dure, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas d'accompagnement derrière? Ou juste... Oui, un petit peu de... En fait non, c'était un schéma très très simple, sans prétention. Le but c'était vraiment de cette formation, c'était pas de te former comme nous on fait dans Enfin Libre, c'est vraiment autre chose. Là c'était vraiment pour te montrer plus les bases. Les bases, pour mettre le contexte, il y a 3 ans, les règles n'étaient pas les mêmes. L'exigence des fournisseurs paiement, Facebook, etc., il n'y avait pas encore toutes ces règles-là. Le Far West à l'époque. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais le but, c'était de te montrer à monter la boutique Shopify, mettre des produits, AliExpress, fournisseurs, passer tes commandes en automatique. Voilà, c'était tout. Tu suis cette formation-là et tu crées ta première boutique avec les formations? Alors, je fais cette formation-là, je monte assez rapidement parce qu'il y avait Ta toute première boutique? Toute première boutique, ouais. Je l'ai fait en 1 mois à peine. D'accord. C'était compliqué, c'était facile? Non, c'était facile parce que c'était clic par clic, mais très très synthétique en fait. Mais moi, j'en avais pas cette vision aussi large. Je comprenais déjà qu'il y avait un décalage où en fait, le dropshipping à l'époque était plus pas montré ou expliqué ou vendu comme un business à long terme. C'était en gros, ça te permet de faire de la trésor rapidement, assez facilement, pas de stock, voilà, un schéma, un business plan très court, faire du cash et beaucoup, avec ce cash-là, se lancer dans leur vrai business pour lancer leur vrai business, c'est-à-dire immobilier, bourse, trading, ce genre de choses-là. D'accord. Et moi, je voulais pas ça.
Moi, je voulais, je me dis, mais non. Mais pourquoi tu voulais pas ça? Est-ce que tu voyais le potentiel dans Ah oui, je voyais l'e-commerce? Ah oui, oui, tout de suite, D'accord. tout de suite. Le client, un truc facile. Enfin, pour moi, je voyais ça, mais c'est une révolution ce truc. Et je dis non, moi, il y a forcément des gens, c'est leur métier. Tu D'accord. vois, je voyais des marques, je me dis ouais, tu vois, Jiffy, tout ça, c'est des produits chinois. Et donc, j'avais encore ce truc très physique, d'entreprise très traditionnelle. D'accord. J'avais pas encore la vision potentielle business en ligne. D'accord. Mais je voulais que tout était sur le produit winner, et très peu de choses à faire à l'époque, mais pas client. D'accord. Donc, parle un peu plus de cette première boutique. Est-ce qu'on peut parler un peu de la niche dans laquelle tu l'as lancée? Quels sont tes premiers résultats avec cette boutique-là? Naturellement, j'ai fait un peu comme le débutant, c'est-à-dire ce qui me passionne ou ce que je sens que je maîtrise un peu plus, je suis à l'aise. J'ai fait une boutique c'était du fitness. D'accord. Fitness. Alors j'avais même pas l'idée je voulais que la boutique fitness, ça soit pour les hommes, les femmes. Je réfléchissais aussi à ceux les ados ou les étudiants. Je voulais être Décathlon. Ouais, non mais c'est ça. Et du coup, j'ai fait les erreurs classiques où, du coup, avant d'ouvrir la boutique, j'ai fait 50 fiches produits. Fallait que tout soit prêt, les fournisseurs. Ça t'a pris combien? Ça m'a pris du coup beaucoup de temps. Ouais. Et là, un jour, je sais plus, on me dit, non, en fait, regarde, moi, je me suis lancé, j'ai fait 5-6 fiches produits. D'accord. Les autres vont venir, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, je suis déjà en ligne et je fais déjà des ventes depuis 3 mois. C'est ça. Et on a commencé en même temps. Je comprends. Et donc, tu fais 50 fiches produits. La boutique, c'est une boutique sur la niche de la fitness. Ouais. Tu lances tes premiers produits avec Facebook Ads, avec la publicité sur Facebook? Ouais, parce que dans la formation, il y avait juste une petite méthodologie, alors pas de CBO, tout ça, vraiment un lancement de campagne très simple, de comprendre la campagne, ensemble de publicité, pub, et c'est tout. Est-ce que tu fais des ventes à ce moment-là? Non. Zéro vente? Zéro vente. Même pas une première vente qui va... Non. D'accord. Non. J'ai fait une première vente sans en être une, c'est-à-dire que j'étais en train de faire ma boutique. D'accord. Elle était en construction, je paramétrais mon Shopify, je venais de paramétrer les délais de livraison, le passage de commande. Et je vois un truc, une commande qui passe. Je me dis mais comment c'est possible? Je fais pas de pub, je suis pas prêt. La boutique n'est pas ouverte. Non, dans Shopify. Et c'était, je me rappellerai toute ma vie, c'était une vente au Dom-Tom, une Guadeloupéenne. D'accord. C'est marrant parce que moi je viens de la Guadeloupe. D'accord. Et là, je dis merde, comment je fais? Et là, du coup, je me dis merde. Et c'est une vraie commande? Donc, une vraie quelqu'un a trouvé la boutique. Parce que je pose la question dans l'information. C'est quelqu'un de ta famille là. Tu viens des Dom-Tom, ta première commande. Non, mais j'avais le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Je vais dans la formation. C'est ta cousine là. Comment c'est possible? Je dis non, ça peut arriver. D'accord. Donc c'est pas quelqu'un que tu connais. Non. Ok. Je dis maintenant faut que t'assumes, faut que. Du coup. Est-ce que c'est quoi tes sentiments à ce moment-là? Ta première vente, est-ce que t'as un sentiment spécial? Est-ce que c'est rien de spécial? Au début, tu es choqué, tu dis il y a une arnaque, je me suis fait pératis, c'est un truc qui est faux, tu vois. Après, on me dit non, c'est possible, ça peut arriver, voilà, elle est tombée comme ça. Je dis ok. Et là, je me dis merde, la boutique n'est pas encore en ligne, je suis en construction, je fais une vente sans le vouloir. Qu'est-ce que ça va être quand je vais vraiment être prêt, faire des pubs, vraiment être tout prêt? Je dis là, ça y est, ça va envoyer. Et justement, est-ce que c'est le cas lorsque tu te mets à 100% tu lances là, je travaille plus, je fais vraiment les pubs, je fais tout, je dépense du budget pub, zéro vente. Ça marche pas. Ouais. Et tu as 100% e-commerce. Hein. Là, tu as quitté tes jobs à droite à gauche. Tu vis où là en ce moment? À ce moment-là, j'avais fait une rupture conventionnelle et du coup, j'étais au chômage. J'avais demandé une capitalisation. Plutôt que de prendre mon chômage tous les mois sur toute la période, tu peux demander. J'ai créé mon auto-entreprise, micro-entreprise, et tu peux demander à Pôle emploi qui te verse un capital sur tes indemnités. Alors c'est 40% de la totalité. Donc tu sais qu'il y a 60%, tu les reverras jamais. Ah d'accord, tu récupères que 40%. En fait, tu peux les récupérer. Avant, c'était 100%, ça c'était génial. Mais moi, quand c'est arrivé, c'était que 40%. Ils veulent garder 60% parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup qui se lançaient dans l'entrepreneuriat en auto-entreprise, eh bien quand ça marchait pas, du coup, ils se retrouvaient avec rien. Tout le capital avait été bouffé. D'accord. Et du coup, c'était RSA très compliqué, précaire. Donc du coup, Pôle emploi a dit non, maintenant on garde 60%. Comme ça, si au pire ça marche pas,
vous retrouvez votre Donc chômage. les 40%, ça représente combien à peu près Alors moi, à ce en moment-là, ça représentait... Alors les 40%, tu les as pas en une fois. C'est-à-dire que les 40%, ils divisent en deux. D'accord, Tu as une moitié au tout début, donc ce qui représentait 6 000 euros pour moi. d'accord, Et la deuxième moitié, 6 mois plus tard, tu justifies que ton cabis est encore activé, d'accord. que ta société existe toujours, et ils te versent la C'est- deuxième moitié des 40%. Donc là, Donc là- j'avais touché 7 Donc à ce moment-là, c'est ta seule source de revenus, on va dire, Ouais. sûre. Ah ouais, là, j'avais Donc rien tant que d'autre, la boutique ne génère pas des ventes, tu as à peu près 1000 euros à dépenser par mois et encore. Ouais. Et j'avais des charges fixes, hein. J'avais mon appart, je vivais pas chez mes parents, j'avais la voiture, l'assurance, le téléphone. Donc là, tu es en France je suis en ce moment-là. France. Ouais, je suis D'accord. en France, ouais. Donc voilà, tu te fais des tests sur Facebook, ça marche pas, il n'y a pas de vente. Non, il n'y a pas de vente. Pendant combien de temps? Un mois? 3 semaines? Ah non, ça a duré longtemps parce que pas de vente, mais il n'y avait pas vraiment de suivi ou autre. Donc D'accord. on m'expliquait pas le pour. Donc c'est là où je me dis merde, je comprends pas, j'ai besoin de réponses et en face ça répond pas en fait. D'accord. On m'explique pas le Sur détail. formation, c'est des vidéos privées, YouTube. Ouais, un petit live Facebook dans la semaine, question-réponse, mais très très basique. Quand c'est un peu technique, on botte en touche, tu vois. Donc je dis, moi, je peux D'accord. pas me contenter de ça, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que cette formation m'a vraiment permis. Il y avait un séminaire, on va dire un mastermind à Bali. Et là, ça a été une révélation pour moi. Et ce mastermind était plus orienté pour montrer la vie de nomade digital. En fait, cette formation était plus pour vraiment sortir de la rat race, on va dire, si je devais résumer. C'était pas vraiment pour te former au pur e-commerce, dropshipping, être vraiment performeur. Mais du coup, à travers ça, je me rends compte là que de changer d'environnement, d'être entouré que de gens qui veulent faire la même chose que moi, des formateurs qui normalement font la même chose, sont plus performants, voilà. Je suis à Bali, dans un cadre super, on bosse le matin, l'après-midi c'est temps libre. Putain, je me dis merde, je suis en vacances et je travaille en même temps tous les jours. Oh, le pied, je suis dans un pays génial, je mange pour 1 euro. Et là, je suis entouré que de gens qui me freinent pas en fait, qui me prennent pas pour un fou, qui me disent pas tu vas pas y arriver, t'es sûr, ouais mais ça va pas marcher. Ouais. Et c'était le cas avant? T'avais C'était le cas avant, ton ouais. environnement J'en au avais début. parlé dans mon entourage et j'ai été choqué du retour que j'en ai eu en fait. Pourtant c'est des gens qui sont libéraux, kinés, podologues, voilà, j'ai beaucoup d'amis qui étaient dans le médical et je me dis merde, ils sont entrepreneurs aussi quoi. Ils comprennent pas quand même. Et moi je veux faire ça D'accord. et ça matche pas quoi. Et donc ce voyage à Bali te fait un petit peu goûter et te donne une nouvelle vision un petit peu de ce qui est possible avec Là, le je business. comprends cette vie de nomade digital, je me dis c'est ça que je veux depuis que je suis né en fait, c'est ça que je veux, voyager, travailler en même temps parce que je serai jamais rentier de ma vie, hein. Je le savais, je vais pas gagner au loto. Donc ça, je comprends que d'être entouré de gens au bon mindset, enfin je savais pas le bon mindset avant, mais bon état L'environnement. d'esprit, bienveillant, et on est dans le même bateau. On a des aspirations différentes, des objectifs différents, mais on va tous dans la même direction et on veut aller là. Du D'accord. coup, et c'est là où je comprends, où tu sais, dans la vie de salariat, tu es dans la rétention d'informations, tu fais attention à ce que tu dis, parce que voilà, si En politique. voilà, ton chef il a peur que tu prennes sa place si tu es un peu trop ambitieux, tu vois, il y a ce climat comme ça. Et là, pas du tout. Là, je te montre, je t'aide, et si je t'aide, tu vas m'aider, enfin, tu vois, et c'est forcément se tirer vers le haut. Ce que moi, j'avais vécu à l'armée, en fait. D'accord. Où là, tu peux être qui tu veux, On est une laisse famille, personne. On c'est laisse ça. personne, chacun a ses forces, ses faiblesses. Un coup là, c'est toi qui mets le genou à terre, je te lève. Demain, je vais bien être content quand c'est moi qui vais tomber, que tu me relèves, tu vois. Donc du coup, c'était plus... Et là, je me suis dit, il y a tout qui se met en place. Tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie de vivre, la façon dont je veux travailler, l'ambiance et tout ça, tout se met en place. D'accord. Je me dis, bon, faut y aller maintenant. Donc là, tu rentres de Bali super motivé, super rechargé, on va dire. À fond, ouais. Et là, tu rentres en France. Ouais, je rentre en France. Ouais. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu mets en place? Euh, Quelle est la prochaine étape? Tout de suite, j'attaque fort dans la formation. J'applique les modules, les trucs, voilà. Mais elle est assez petite, hein. Donc j'arrive vite, voilà. Je suis vite sur le marché et ça marche pas. D'accord. Deuxième frustration. Deuxième échec, on va dire. Ouais, parce que je me dis, ok, ça marche pas, c'est pas grave, mais je veux comprendre pourquoi. Comme je suis très analytique, il faut que je comprenne. Et j'ai pas le retour que j'ai besoin. Il y a personne qui me répond vraiment de m'expliquer le pourquoi du comment, l'envers du décor, les ficelles du métier, quoi. Donc je me dis, le premier, je change de niche. Je me dis, c'est la niche qui va pas.
c'est le produit. Parce qu'à l'époque, on dit c'est le produit qui fait tout. Deuxième boutique. Deuxième boutique, rebelote. Là, je mets moins de temps, parce que du coup, je suis plus rapide. D'accord. Là, je comprends qu'il faut faire moins de fiches produits, donc beaucoup plus rapide à mettre en place. Pareil, donc j'exécute, rebelote. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Troisième échec. Ouais, troisième échec. Et là, je me dis, ok, Et là, je suis en train de répéter les mêmes conneries, en fait. Donc ça sert à rien. Que je change de niche, que je change de produit, le résultat sera le même. Donc je me dis, il faut que je retrouve ce truc que j'ai vécu à Bali. C'était une semaine. J'ai appris, c'est énorme tout ce que j'ai appris en une semaine, en mode vacances quand même. Et je me dis là, je suis chez moi tout seul dans ma chambre, il se passe rien. Je travaille plus d'heures, c'est moins efficace. Je dis ok, bah, je fais un sacrifice, je prends mon sac à dos. Je savais qu'un des deux formateurs était en Estonie. D'accord. Je vois l'Estonie, pas loin, pas cher. Je me dis vas-y. J'avais pas beaucoup de thunes, mes 6 000 euros commençaient à se réduire. Il fallait que je tienne jusqu'à juillet pour avoir la deuxième moitié. Et je me dis, je vais pas arriver, les 6 000 vont pas tenir jusque-là. Donc je savais qu'à un moment, j'allais être dans le dur. Donc j'ai dit, c'est pas grave, j'y vais quand même. Tu prends quand même le C'est la risque. seule solution, il faut que j'aille au contact. Tu veux t'entourer de personnes. Ouais, il faut que j'aille le voir, il faut que je vais essayer d'avoir des réponses. Il me dit, ouais, vas-y, viens, je suis là, prends un Airbnb, tout ça. Je prends le moins cher possible. Un truc qui fait 9 mètres carrés, 6 mètres carrés, pas de fenêtre, un hublot. Il est toujours, hein. L'annonce, elle y est toujours. Et je me rappelle, et chaque fois que je vais en Estonie, quand je prends le taxi de l'aéroport, je demande à chaque fois qu'il passe, à chaque fois devant, pour me rappeler d'où je viens, pourquoi je suis maintenant là, parce que maintenant je viens en Estonie régulièrement, j'ai mes 3 sociétés, mais je veux savoir, tu vois, je veux repasser. T'habites plus là-bas, on est bien d'accord. Ouais, j'habite, non, j'habite plus là-bas, mais ça a été important cette étape-là. Ouais, je pense que c'est très puissant de se rappeler d'où on vient, ça nous redonne de l'énergie. Donc là, tu rencontres des entrepreneurs, des e-commerçants Alors, au en début, Estonie. je veux voir que lui, parce que D'accord, déjà, je ouais. connais pas l'Estonie, je savais pas que c'était un spot. Entrepreneur. J'avais compris que si lui y était, c'est que voilà, Il y a quelque chose. il y avait quelque chose, il y avait des entrepreneurs. Mais au début, moi je sors pas, j'étais focus boutique, il faut que j'ai des réponses. Il me dit ah, viens à la maison, tout ça, machin. Et du coup, bah, j'essaye, je lui montre, machin. Et assez rapidement, je me rends compte que bah, les questions sont un peu trop pointues. En tout cas, il me donne pas de réponse. À chaque fois, il botte en touche. D'accord. Et là, bah, je comprends qu'en fait, il fait plus ce métier-là. Ok. Lui-même est plus dropshipper. D'accord. Il a été dropshipper, il a eu des Il a résultats. Et il a délégué beaucoup et maintenant il se consacre à d'autres trucs. D'accord. Donc du coup il m'apprenait quelque chose qu'il a maîtrisé quelque temps. Mais là mes questions étaient vraiment propres au marché, technique Facebook. Bah, quand Il est dépassé. Ah, bah, 3 mois, 6 mois sans pratiquer, t'es loin de... C'est ça, en fait, c'est une erreur que font beaucoup aujourd'hui de personnes, c'est que aujourd'hui, pour être un formateur, un coach en e-commerce, c'est impossible de ne pas faire de l'e-commerce à côté, parce que c'est un monde qui change souvent, parce que on parle d'un business sur Internet, on parle de technologie, forcément, on parle d'évolution très rapide. Et des fois, comme tu as dit, c'est d'un mois à l'autre. Hein. Si on ne connaît pas une nouvelle règle Facebook qui vient de sortir, si on ne connaît pas un nouveau système qui vient de sortir, on va être perdu et surtout, on ne va pas réussir à transmettre notre savoir à nos élèves. Donc là, tu te rends compte que ce n'est pas le formateur pour toi, tu dois passer au niveau suivant. Est-ce que là, c'est là que tu découvres le Shark Club? Non. Ah, déjà, j'avais pris 5 semaines de Airbnb. Ah oui, d'accord. Au bout d'une semaine, je me rends compte que ça ne va pas le faire. C'est une perte d'argent, un voyage. Je me dis, je fais quoi? J'ai payé le Airbnb. Je me dis, tiens, il y a des entrepreneurs. Du coup, j'allais en ville, dans l'espace coworking, on va dire. Et là, je vois des entrepreneurs, j'entends beaucoup de MLM, des youtubeurs. Je me dis, merde, il n'y a pas d'e-commerçants, il n'y a pas de dropshippers. Non. Du coup, là, j'étais vraiment sec au niveau argent. C'est à cette période-là où je prenais un café sur la journée. C'était mon seul repas. Un café par jour? Ouais, un café par jour. Ils étaient gentils parce que je restais toute la journée me connecter. J'avais ma place, ils me laissaient tranquille. Vraiment, ça aurait été en France, ils m'auraient dégagé, c'est sûr. Mais voilà, mon café, il tenait toute ma journée. Je demandais un double allongé, une espèce d'Americano, là, qui était le plus grand possible. Pour passer toute la journée. Ouais, pour passer toute la journée, donc c'était. Et là, c'est quoi? T'as peur? C'est quoi? Non, en fait, ça me. Ça donne de l'énergie? Ouais, je me dis de toute façon, comme moi déjà, subir une situation, quelle qu'elle soit, une situation, une émotion, quelque chose que je subis qui m'emmerde, je vais tout déployer pour que ça soit le plus rapide possible et que je ne vive plus ça. Ça, c'est en moi. Donc là, je me dis, ok, là, t'en chies vraiment.
ça sert à rien. Moi, une fois, on m'avait dit, t'as le droit de te plaindre, ça c'était à l'armée, t'as le droit de craquer, t'as le droit de... Ok, t'as 24 heures. 24 heures, lâche-toi, pleure, plains-toi, apitoie, dors en boule si tu veux, t'as 24 heures. Demain, tu reviens, c'est terminé. Donc en fait, il fallait que ça soit, tu te donnes ce temps-là, un deuil ou ce que tu veux, il faut prendre le temps, c'est important de le prendre. Pas cacher la poussière sur le tapis et dire non, je suis plus fort que ça. Parce que c'est ça qui m'a amené à beaucoup sur mes burn-out, c'est de pas m'écouter, de faire ces choses-là. Donc du coup, j'ai dit ok, là j'en chie. Du coup, ça me motive encore plus. Ça me dit non, c'est impossible. Je peux pas rester comme ça, je vais pas rentrer en France la queue entre les jambes, c'est mort. J'ai une certaine fierté avec moi-même. De toute façon, il n'y a pas plus exigeant avec moi-même. C'est pour ça qu'après, les gens qui peuvent être exigeants avec moi-même, c'est ok. Ils pourront jamais l'être plus que moi avec moi-même. Ou critique aussi. Je suis mon. Parce que je sais que c'est notre ennemi, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas de limite dans la vie. Les seules limites, c'est nous qui nous les mettons. Et ça, j'ai pu le comprendre rapidement. Mais du coup, là, te dire merde, il faut que je comprenne. Donc, je parlais, je discutais, je rencontre Thomas et Camille qui sont infopreneurs. Je dis, tiens, c'est une autre partie du business. Et là, je me dis, fais pas cet effet brillant, change pas, switch pas. Tu as commencé là, tu as investi là. Ça marche le drop. Je savais que ça marchait. Le e-commerce, ça marche aussi. Donc eux, ils font un autre business model. Ouais. Et toi, tu es quand même là dans un endroit, dans une place très très dure, financièrement et mentalement. Ouais. Mais tu as quand même la solidité de dire, j'y crois encore en e-commerce, malgré tous les échecs que j'ai eu auparavant, les 4 boutiques, le formateur qui est nul. Et ça, c'est vraiment... félicitations à toi déjà pour avoir été aussi solide, on va dire. Bon, la rencontre avec Camille et Thomas, qu'est-ce qui se passe ? Là, en fait, je vois des entrepreneurs dans un autre domaine, plus aguerris, parce que ça faisait déjà 2 ans et ça marchait bien, hein, ça marchait très bien pour eux. Et là, je me dis, ils vendent des formations de natation en ligne. Donc, apprendre à nager aux gens en ligne, à distance. C'est quand même un tour de force. Ouais. Et du coup, on discute, et puis je m'intéresse à ce qu'il fait. Et puis, c'était à ce moment-là qu'il commençait à réfléchir à automatiser sur une partie closing. C'est-à-dire scaler son business pour augmenter la vente par téléphone, c'est ça ? Ouais. Donc, du coup, à travers un webinaire, etc., pour ceux qui avaient un doute, placer un rendez-vous téléphonique et puis discuter du projet. Est-ce que c'est OK pour toi ? Est-ce que ça correspond à tes besoins ? Et si tu viens, voilà, parce que quand tu es coach, en fait, c'est pas vendre pour vendre. Il faut que tu détectes si la personne est coachable. Si la personne est coachable, c'est pire que bien en fait. Et là, tu leur proposes tes services, c'est ça ? Moi, j'avais de l'expérience dans le closing par téléphone avec Alpha Body où j'étais monté en compétence avec eux. Tu as commencé comme étant élève. Ah ouais, j'étais un membre. Tout doucement, tu as commencé à... Ouais, et je dis tiens, ça se développe, il y a des idées. Tu as été proactif. Toujours. Tout ce que je fais, peu importe de tous les métiers, même quand j'étais manutentionnaire, on pourrait se dire c'est alimentaire, t'en chies toute la journée. C'est binaire, t'apprends rien. Tu es obligé d'apprendre des trucs. Donc là, quand tu te proposes à Camille, à Thomas, de tes services de closer... Non, c'était juste comme ça. D'accord. Non, c'était juste, je dis, tiens, faut... D'accord. Toi, on appelle, faut le cadrer. Ça fait de manière naturelle. Naturelle. D'accord. Je dis, tiens, moi, je peux t'aider, j'ai quelques connaissances, tu vois, le script, un appel téléphonique, faut pas que ça dure 4 heures. Donc, tu les aides de ce côté-là. Ouais, c'était comme ça. Mais le but final, c'était toujours été l'e-commerce. Oui. D'accord. Oui. Et du coup, là, je rentre, les 5 semaines se finalisent, je rentre en France. Et là, c'est pire que bien, en fait, parce que même si j'en chie en Estonie, dans une situation compliquée, j'étais quand même bien. Là, je rentre en France, il n'y a personne. Environnement, pas du tout. Je fais, faut pas que je reste là, Mais j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. Les 6 000 €, ils sont cramés, il n'y a plus rien. D'accord. Donc, zéro dans ton bancaire. Ouais. Donc là, je me dis, il faut trouver de solution. Il faut que je fasse rentrer de l'argent. D'accord. Donc, j'ai des compétences, donc je propose mes services. Donc, j'ai fait du closing avec des commissions, tout ça, j'ai pu me refaire la main. Juillet est arrivé pour la deuxième moitié, donc les 7 000 € qui arrivaient. Je crois que tu as fait aussi du SAV, non ? Ouais, alors du coup, je reviens en Estonie avec un ami de la formation de Bali qui me dit tiens, moi aussi je galère, il faut qu'on se donne, faut qu'on aille sur un spot où il y a des entrepreneurs, retrouver parce que là je suis chez moi, je tourne en rond, j'y arrive pas en fait, les conditions, je suis motivé, mais il faut qu'on ait des entrepreneurs autour de nous. Vas-y, on y va tous les deux, on prend un Airbnb, on se partage
les finances, comme ça sera peut-être plus facile, parce que lui aussi il galérait. Et du coup on revient 1er juin. Et là on se dit, bon, on se donne 2 mois, premier mois Airbnb, le temps de trouver un appart, et puis on devait rester au moins 2-3 mois. Donc là je retrouve Thomas et Camille, et là je découvre aussi Pierre et Sarah, ils revenaient d'Asie. Des anciens élèves du Shark Club, donc je pense que c'est là où il y a eu le premier contact avec le Shark Club. Non, le Shark Club, ça a été au tout début que je suis arrivé en Estonie. Thomas et Camille me disent, tiens, au fait, toi, t'es dans le drop, on voit que tu galères et tout. Tu devrais rejoindre. Il te manque des connaissances, il faut que tu sois formé en fait. Mais vraiment, ils me disent, il y a Saad et Adam, c'est des gens qu'on a côtoyés en Asie, c'est vraiment des dropshippers, ils font du chiffre. Et de ce qu'on a compris, ils vont faire, c'est pas une formation, mais une sorte de club, le club, le Shark de Club. partage. C'est ça. Voilà. Je pense qu'on était un des premiers, en tout cas en francophonie, à avoir ce genre de format où il y avait des séances de Zoom, de partage, d'accompagnement, un esprit vraiment de tribu, de famille. Ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu rejoins Shark Club lorsque tu découvres Ils m'en ont parlé, ils m'ont dit voilà, moi je suis pas affilié, j'ai pas de lien d'affilié. C'est juste que là, c'est vraiment, je les connais en fait. On a passé du temps, c'est des gens qui sont bienveillants, enfin, ils font du chiffre, c'est vraiment des gens qui font le métier qu'ils enseignent quoi. Et ils veulent enseigner, faire un groupe, un club de gens qui sont un peu dans le drop et puis les tirer vers le haut avec des tips, vraiment avoir une vision aussi à long terme du business. Et je dis, c'est ça que je veux. Donc il avait compris, Thomas, mon besoin. Et il me dit, bah voilà, c'est en train de se faire, je sais pas si elle est activée. Et bah, du coup, j'ai contacté Enzo parce que il m'avait donné le contact d'Enzo. Et Enzo me dit, bah attends, on est en train de faire la page de paiement, ça va arriver, mais oui, ça va se lancer. Donc du coup, bah, je vous ai rejoint comme ça. D'accord. Et donc là... Qu'est-ce que tu découvres dans le Shark Club et c'est quoi les résultats en fait? Bah, toute cette période-là, donc on va dire de septembre 2018 jusqu'à avril 2019, parce que je vous ai découvert, on va dire mai, je crois que le Shark Club c'était mai 2019. Peut-être, ouais, avril, mai, mai, les dates. Voilà. J'avais fait 4 boutiques, j'étais en négatif. D'accord. Il n'y avait rien, zéro, un peu de chiffre d'affaires, mais les dépenses, ça couvrait rien du tout. Donc du coup, c'était vraiment négatif. Mais tu vois, j'avais pas peur. Parce que j'avais compris déjà qu'il fallait que je fasse de l'argent, apprendre à faire de l'argent. Rentable, pourtant j'avais une pression, j'avais pas d'entrée d'argent, j'ai été les chercher ailleurs. Je savais que mon business fallait qu'il soit autonome. Tout l'argent que je fasse ou que je perde, ça reste dans ma boutique. Et il faut que j'apprenne à faire de l'argent. Mais si c'est pas rentable, c'est pas grave. D'accord. La rentabilité, on verra après. Je veux comprendre le process, je veux savoir. Donc là, il y a plein. Comme je dis souvent, on joue pas à un jeu tant qu'on n'en connaît pas les règles. Ça sert à rien sinon. Moi, je suis là pour gagner, je suis pas là pour juste participer. Et en même temps, tu te dis que c'est possible pourquoi? Parce que tu vois d'autres gens le faire. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est très important de voir d'autres gens le faire, de dire ah bah tiens, c'est possible. Ouais. J'avance pas dans la nuit quoi. Il y a un truc, il y a une lumière au bout du tunnel. Exactement. Mais je suis dans mon parcours, je dois faire les choses. Donc tu rejoins Shark Club et déjà, quels sont les résultats avant de voir qu'est-ce que tu as découvert dans le Shark Club? Quels sont les résultats après avoir rejoint le Shark Club? Est-ce que tu arrives à être positif? Est-ce que tu arrives à faire tes premières ventes? Comment ça se passe? Ouais. En quasiment 4 semaines, j'arrive à presque 50 000 euros. Waouh, du négatif à 50 000 euros. Ouais. C'est énorme. Donc, dis-nous un petit peu, quels sont les gros changements en fait que tu as appliqués à ta boutique qui te permettent de faire ça en fait? La vision. Déjà, tout de suite, vous avez tout de suite l'approche long terme. Vraiment un vrai commerce avec une approche client, des process, un vrai métier. Donc là, ouais, quand j'ai vu parce qu'il y avait quand même un format de formation et vous avez mis quelques modules. Et là, à chaque chose, même juste la configuration du Shopify, les délais de livraison, les notifications. Là, je me dis, là c'est logique, là c'est pertinent, c'est pointu, là c'est un vrai métier. Là, enfin, j'ai des gens qui mettent des mots sur ce que je pense qu'il faut, vers quoi je dois faire, comment je dois travailler. Ouais, je pense franchement, alors je me jette pas des fleurs, en tout cas moi et Adam, mais je pense qu'on avait dès le début une vision long terme, une vision, un vrai métier, alors que la majorité, en tout cas tous les formateurs que je connaissais en francophonie, c'était un business, comme tu as dit, cash flow, éphémère. Ça parlait de boutique éphémère. Moi, ça me choquait. Comment tu arrives à dormir la nuit en parlant de boutique éphémère? Pour moi, c'était logique. Puis même de faire un truc. Ouais.
t'arrêtes, tu recommences. C'est ça, c'est ça. Même, on n'est pas des anges, mais on veut construire un business sur long terme. Je veux pouvoir un jour, si je veux vendre ma boutique. Si vous voulez faire du bénéfice, il faut penser dans le long terme tout simplement. Donc là, gros changement Ah oui. au niveau e-commerce. 50 000 euros avec ta boutique. Qu'est-ce que tu fais de ces premiers gains, on va dire, financiers? Est-ce que Déjà, ces premiers gains, j'y ai pas accès. D'accord. Parce qu'en gros, je fais trop d'argent trop vite. PayPal me bloque. Parce qu'en plus, moi je savais pas tout ça, mais j'avais un PayPal français. Là, je suis en Estonie, pas juste une semaine. Ils voient que je me connecte tous les jours. Donc ils disent non, monsieur, il y a un truc. Vous êtes en Estonie, vu que c'est un PayPal estonien. Donc on bloque votre argent, crée un PayPal estonien et après on verra. D'accord. Sauf que là, tu as fait 50 000 euros, tu as tant de clients qui attendent. Gros problème. Et je fais comment? Parce qu'en plus, c'était sur le marché US. Donc 70-80% quasiment, c'était que du PayPal. Toute notre réseau était sur le PayPal. D'accord. Comment tu fais pour payer ton fournisseur? Faire partir les colis? J'étais pas bien. D'accord. Donc défaut de trésorerie, on peut résumer ça sur un défaut de trésorerie par conséquence. Et là, j'étais en stress total. En stress, vraiment, là j'étais vraiment pas bien. Je me dis comment. Et en fait, j'étais pas bien, pas par rapport à ma boutique, PayPal, j'étais pas bien vis-à-vis de mes clients. Je me suis dit, alors je les connais pas, ils sont aux États-Unis. Insatisfait, forcément des clients qui vont pas revenir. Ouais, et puis de me dire, ils vont me prendre pour un arnaqueur. D'accord. Alors que justement, je fais pas le drop comme ça, moi je le fais proprement et je veux vraiment faire quelque chose de propre. Et là. Qu'est-ce que tu fais pour en sortir de cette situation? L'entourage en fait. Là, Thomas et Camille, ils me voyaient tous les jours, Pierre et Sarah aussi, et ils voyaient que j'y galérais, je trouvais des solutions, etc. Mais là, tu peux pas rien faire. PayPal te dit non. Et tous les jours t'appelles, tous les jours t'as un mec différent qui te donne des réponses différentes. Il dit oui, t'inquiète, on va te débloquer. Et puis les jours passent. Tu te dis merde, je fais comment? Je peux même pas rembourser mes clients, j'ai pas d'argent. Et du coup, ils m'ont prêté de l'argent. D'accord. Des gens que je connais pas, ou à peine, ils m'ont prêté de l'argent. C'est énorme. Ouais. Parce qu'ils ont vu, franchement, je pense qu'il y a ce côté, on s'entraide quand on est entouré d'entrepreneurs, on voit les mêmes qu'on a eu, les mêmes. En fait, ton parcours, il peut être facilement appliqué à tous les entrepreneurs que je connaisse, en fait. Toutes les personnes aujourd'hui qui ont fait de belles choses, on est tous passés par les mêmes obstacles. Et je connais aussi Thomas et Camille, eux aussi à tous leurs débuts, je les connaissais, on se voyait quasiment 3 fois par semaine. Et eux aussi au début, ils galéraient beaucoup avec leur business. Donc ils ont certainement vu aussi les mêmes galères. Ils se sont dit, tiens, je vais prêter un coup de main et je vais l'aider. Donc, après cette période de crise, qu'est-ce qui se passe? Déjà parlons de cette boutique-là, qui t'a généré quand même, qui t'a redonné un petit peu, on va dire, pas espoir, mais qui t'a montré qu'on peut faire des belles choses avec l'e-commerce, même si il y a eu des problèmes de trésorerie. Ouais. Parle-nous de cette boutique-là. Quel type de boutique tu as créé? Sur quelle niche? Quel type de produit? Et combien de produits tu as lancé pour générer ces premiers 50 000 euros? Cette première boutique. Donc marché US, déjà j'avais compris que ça servait. Est-ce que tu parles anglais? Non. D'accord. Et c'est là où j'ai compris que au début j'ai fait de l'anglais, DeepL, tout ça, sauf que ma niche, très passionné, américain, terroir, donc en anglais, fallait que... Donc j'ai tout de suite dans le SAV j'ai senti. D'accord. Et t'es pas américain, je suis merde. Et ce qu'il y a, c'est que eux. C'est nationaliste, ils veulent acheter. De la confiance tout de suite et après c'est ok, mais si tu te foires la première fois, c'est fini. Tu les as plus. Parce que c'était très passionné. Donc là, j'ai dit bon, ok, du coup, je prends quelqu'un qui est natif, quoi. Un natif américain. D'accord. Je le paye, corrige-moi, mais vraiment le langage. Je lui donnais la trame, déjà en anglais, que moi j'ai fait. C'est lui qui fait le SAV ou alors il t'aide à. Non, le SAV. Je lui ai envoyé moi mes templates en anglais. Je dis tiens, par rapport à l'avatar client, fais quelque chose d'américain, terroir. Donc il a juste traduit. Moi tout le marketing c'est moi qui faisais, c'était juste un traducteur. D'accord. Parce qu'un copywriter c'était trop cher. D'accord. Donc là j'ai compris l'importance vraiment de maîtriser ça. Si tu es dans un autre pays, c'est pas parce que tu parles bien anglais ou
voilà. Non, c'est pas être fluent. Là, il faut vraiment être un natif. Donc boutique américaine, là, dans la niche militaire. Oui. Quel type de produit tu vends dans cette niche-là? Lifestyle. Lifestyle, donc Ouais. C'est quoi? C'est On va dire que c'est... des gadgets qui Non, surtout pas, parce que c'est quand même des gens exigeants, donc D'accord. ils veulent pas des trucs D'accord. qui cassent, des gadgets en fait. des quoi? Des bandeaux, des casquettes, des gobelets Ça va être peut-être? tout ce qui met en avant l'armée américaine, D'accord. parce qu'ils sont très patriotiques. D'accord. En Beaucoup plus, de c'est un avatar symboles, client. Ouais, c'est un avatar client que je connais, parce que j'ai été quand même militaire. D'accord. Donc même si c'est un autre pays, mais je connais les biais D'accord. cognitifs. Et donc ces premiers 50 000 euros, est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est plusieurs produits? Non, c'est concentré sur quasiment un produit qui D'accord. vraiment met en avant. Et après, du coup, ils font du panier moyen, quoi. Facilement. Donc c'était assez marrant, j'ai pu détecter ça, c'est qu'ils faisaient une première commande pour tester la boutique. D'accord. Et quand ils recevaient le produit, comme c'est des passionnés, ils jugeaient de la qualité, tout ça. Et si ça leur convenait, le jour même, parce que je vérifiais à la date le colis, à quelle heure il était arrivé, en l'espace d'une heure, Bon, ils ouais, revenaient sur le site et là, ils rachetaient un panier, ils visitaient la boutique et là, Ouais. ils claquaient 300, 400, 500 dollars. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir des produits de qualité, une boutique de passionnés, ça on l'a toujours répété. Et ouais, aujourd'hui, on a, nous, dans chacun de nos boutiques, des clientes qui ont dépensé 2 000 3 000 euros. Dans Shopify, on peut voir la LTV de chaque client. Ouais. Dans des clients qui dépensent 3 000 euros dans votre boutique, voilà, c'est beau. On paie une fois peut-être pour avoir ce client-là, et après, ça reste que du bénéfice. Ah, ça, c'est un tip qu'on peut donner, c'est qu'au début, quand on commence, personne ne nous connaît. Donc, il faut faire sa base client, etc. Donc, on va mettre, on va dire, 80% de notre trésorerie, entre guillemets, beaucoup de trafic froid, publicité, etc., pour acquérir des nouveaux clients. Mais à un moment donné, il faut inverser ce 80-20. Quand tu es e-commerçant, 80% de ton chiffre d'affaires vient des clients déjà acquis. C'est ça. Et tu gardes 20% toujours pour avoir de nouveaux clients, mais c'est 20%. Et moi, je voyais ceux qui faisaient du drop vraiment en mode braquage, c'était full client unique. Parce que de toute façon, ils savaient que derrière, soit ils n'envoyaient pas les colis, ou le colis ne correspondait pas, c'était un client qui allait être déçu. Il n'allait jamais revenir. C'est ça, c'est ce qui a créé en fait la mauvaise réputation du dropshipping, ce genre de Exactement. personnes. Ouais. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui ne laissent pas ce genre de personnes pénétrer le marché du drop, quoi. On a les blocages PayPal, les blocages Stripe, les blocages Facebook. Qui sont en train de protéger ça, qui sont en train de protéger les clients. Tant mieux. Donc aujourd'hui, c'est même pas une option de faire ça. Aujourd'hui, on doit créer des boutiques professionnelles qui vendent de la qualité. Maintenant, comment ça se passe pour passer de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que c'est la même chose beaucoup plus grand? Qu'est-ce que tu as mis en place pour accélérer ça? Déjà, je me dis, ok, bon, mon argent est bloqué, ça a mis plusieurs mois à être débloqué. Et quand il a été débloqué, PayPal m'impose une mise à l'épreuve où 20% de mon chiffre d'affaires journalier est mis de côté. Je le touche à J plus 61 jours. D'accord. Donc, du coup, ça t'oblige à manager ta trésorerie. Moi qui n'avais aucune éducation financière, intelligence financière, du coup, j'ai dû essayer de comprendre parce que là, c'est un jeu de trésorerie. Hein. C'est ça. Après, c'est ton métier. Donc, je me dis, je veux plus vivre ça. Ok. Pendant ce temps-là, score de page, il descend. Facebook me tape dessus. Client pas content. C'est le début de la fin, quoi. Je me dis, je veux plus vivre ça. C'est terminé. Donc, c'est quoi la problématique? Donc là, donc déjà, j'avais pris un agent parce que j'avais fait du volume. J'avais pris un agent, c'était mieux. Je me dis, enfin, sortir de ce cadre AliExpress, un contact. Agent, il peut améliorer le packaging, il peut améliorer des choses. Donc déjà, ça allait dans mon sens. Ok, donc on disait, donc déjà par le Cooper les amis, donc on disait que tu es passé par un agent, tu as amélioré ton packaging, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, j'avais compris que le score de page dépendait de trois éléments les plus importants et que j'allais être jugé à chaque fois par les fournisseurs de paiement. Ils t'attendent sur ça, tu es jugé sur ça. Facebook, pareil, Google, enfin voilà. Tout le monde te juge sur ton professionnalisme ou le fait de ne pas te mettre des bâtons dans la route, bloquer ou autre. Alors, en fait, c'est la qualité du produit, puisqu'ils envoient des enquêtes de satisfaction à tes clients. Est-ce que, entre ce que tu as vendu et ce que ton client reçoit, est-ce que c'est cohérent? Tu n'as pas vendu du rêve et ça correspond bien. Donc ça, qualité produit. Deuxième, le délai de livraison, est-ce qu'il est respecté? C'est pas de livrer le plus rapidement possible, c'est
tu as annoncé un délai, est-ce que tu le respectes? Et le troisième, c'est donc qualité produit, délai, Et l'emballage, qualité, je sais plus. donc, la qualité du produit, Tu as la qualité, le délai, l'emballage ah oui, et la le service transparence. client. Le service client. Service client, ok. Le service client, est-ce que tu laisses pas ton client comme ça, sans rien, sans réponse? Tu disais, Flo, que t'es passé par un agent pour avoir meilleur packaging. Oui, Mais- améliorer, surtout ne plus revivre ce défaut de livraison, qualité produit, tu as toujours cette envie d'améliorer parce que tu as eu tes premiers clients qui te font des retours, tu es en mode AliExpress, tu sais que tu peux faire mieux, tu dois faire mieux. Donc là, un agent a plus de compétences pour justement faire ce lien-là. Donc, Et c'est là notre vraie valeur ajoutée en tant que dropshipper, c'est que écouter les feedbacks de nos clients, améliorer les produits, apporter une meilleure expérience que un site grossiste qui s'en fout si vous avez acheté un produit ou pas. c'est là toute la différence où c'est pour moi, hein, c'est le client qui est au centre de ton business. Tout doit être fait par rapport à lui et après tu travailles autour de ton client. D'accord. Mais la grosse erreur que les gens font, c'est le produit qui fait tout. Et après, je dois essayer de le vendre. Je dois trouver des gens à qui je dois l'acheter, à qui ça va intéresser. Mais du coup, tu es en force de vente, tu veux créer le besoin, alors que si tu connais à qui tu vends, tu étudies ses besoins, quand toi tu lui mets face à lui, c'est ok, il sait ce qu'il attend, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il recherche. C'est ça. Et surtout qu'avec le dropshipping, voilà, on peut vendre tous les produits du monde. Le monde est notre inventaire, si on puisse dire. Ouais. Donc c'est une erreur de prendre le produit, se limiter à un produit. On se dit, voilà, la plupart des débutants disent ça, ils disent voilà, ce produit-là a l'air pas mal, moi je l'achète très bien. Ils essaient de le forcer à des prospects, à des clients. Alors qu'on devrait partir du client, c'est ça, de l'avatar client, L'avatar client. et définir ses besoins, ses passions, et après on lui suggère des produits, et c'est lui qui décide, c'est le marché qui décide. C'est toujours le marché. De toute façon, en bourse, trading, tout ce que tu veux, c'est le marché qui décide. Tu peux faire ce que tu veux. Alors, bien sûr, il faut que tu arrives professionnel avec vraiment, tu n'arrives pas à la fleur au fusil, mais c'est toujours quand même le marché qui va dire oui ou qui va dire non. Donc là, tu améliores ton produit, tu améliores ton packaging, tu as un bon SAV, donc tout ce qui est côté blocage, c'est nickel. Tu te sépares aussi de la concurrence qui, elle, fait un travail pas professionnel du tout. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que pour atteindre les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, est-ce que tu réinvestis beaucoup ton argent? Est-ce que tu touches pas à la trésorerie? Est-ce que tu continues à vivre au même niveau de vie? Ou alors, qu'est-ce que tu mets en place? Mon niveau de vie est le même, et il D'accord. est le même aujourd'hui. D'accord. Pour toi, c'est plus la liberté, c'est ça, géographique. Ouais, j'ai besoin de rien en fait finalement pour vivre. Je suis pas matérialiste, je me contente de peu. Là, c'est juste le plaisir de, voilà, si on fait des choses, je paye, tu vois. Je dis pas merde, combien ça va me coûter, combien il va me rester. J'ai plus cette question-là, tu vois. Mais du coup, non, je réinvestis tout. Moi, sur mon compte, s'il y a 4-5 000 euros, c'est pas plus que ça, tu vois. Tout est réinvesti dans ton tout. business, tu es en Ouais. cash flow en train de tourner tout le temps. Toujours. Ça, j'ai compris. L'argent doit circuler, doit être réinvesti. Et Comme diraient les Américains, cash is trash. En gros, ça vaut rien du tout d'avoir d'argent, en tout cas dans des comptes bancaires. Et c'était un de nos secrets à nous, avec moi et Adam, c'est qu'on a tout réinvesti dans notre business. On a continué à manger du riz et des pâtes pendant 1 an, alors qu'on avait des boutiques qui a fait plusieurs millions d'euros. Ok. Donc aujourd'hui, quels sont les projets de Flo? Est-ce que tu continues à faire du dropshipping? Est-ce que maintenant tu es à 100% e-commerçant? Est-ce que tu as créé ta marque? Quels sont les projets d'aujourd'hui de Flo? Alors, je suis plus orienté maintenant sur du e-commerce parce que c'est les compétences, c'est ma vision de faire du e-commerce, d'avoir ton stock dans les pays dans lesquels tu vends, de retrouver tes produits en grande distribution, en pharmacie, vraiment aller vraiment sur du e-commerce, aller loin dans le e-commerce, pousser toujours le process au bout. Je vais aller au bout des choses. Mais toujours conserver ce drop quand j'attaque un nouveau marché, une nouvelle idée, une nouvelle boutique, une nouvelle niche que je ne maîtrise pas. Le marché français, parce qu'ils sont très critiques. Et moi, c'est le SAV qui est la clé de voûte. C'est mon tableau de bord qui me dit où je foire, où je dois améliorer, où est-ce que c'est pas assez, où est-ce que c'est trop. C'est le client qui me dit. C'est ça. Alors que certains évitent à tout prix de faire du SAV. Non, même nous aujourd'hui à notre niveau, on a une équipe SAV, mais on a toujours des rapports, on a toujours des contacts directs avec ce qui se passe au SAV. C'est le nerf de la guerre. Si vous ne savez pas ce qui se passe dans le SAV, vous avancez littéralement
aveuglément en fait. Vous allez finir par rentrer dans un mur, quoi. Bah, moi, tous les matins, une fois que j'ai fait mes actions, mes plus gros dominos voilà, d'exécution, après tu passes sur ta journée sur des choses plus larges, plus créatives, des projets en cours, etc. Mais le premier truc que je fais, le SAV. Je veux voir ce que les gens disent. D'accord. Tout de suite, je C'est regarde, la je prends boussole. du temps. Ouais, je prends du temps et j'ai pas de problème à appeler les gens. C'est ça. Et surtout, en fait, Alors que je suis très timide, mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est qu'une fois, il y en a un qui m'a tellement allumé, un Français, et c'était gratuit. Je me dis, mais merde, c'est facile pour lui derrière son écran de juger comme ça et tout ça. Ça m'a tellement énervé, du coup, je l'ai appelé. Alors que j'avais toujours refusé d'appeler, je voulais pas déranger. Là, je dis, ouais, c'est bon. Je l'appelle. Et là, je vois qu'il redescend tout de suite. Ah, il était choqué que je l'appelle. Il s'est excusé. Ouais, machin, nanan, nanan. Et du coup, je me dis, bah, maintenant que je l'ai au téléphone et que j'ai pris l'ascendant en plus, parce qu'au début, c'est lui qui me gueulait dessus, mais très vite, je l'ai appelé, il est redescendu. Et s'est excusé, il était très, très gêné. Je dis, bah là, je vais aller plus loin. Là, j'ai posé des questions. Pourquoi tu t'es intéressé à ma pub? Qu'est-ce qui a fait que tu as cliqué? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que et cela? ça, c'est Ma fiche vraiment, produit. vraiment, vraiment super important. Et beaucoup de débutants, en fait, ils savent pas ils ont un gros avantage par rapport à des personnes qui font déjà des gros chiffres, c'est que ils peuvent se permettre en fait d'appeler toutes les personnes, en fait, toutes Oui. les personnes qui ont laissé un panier abandonné, toutes les personnes qui ont acheté. Bonjour madame, pourquoi vous avez acheté? Et des fois, on est surpris. Vous pensez qu'ils ont acheté pour X alors qu'ils ont acheté pour Y. Grave. Ils ont abandonné pour des raisons banales que vous pouvez changer et faire exploser votre boutique. Donc n'hésitez pas en fait surtout au début, à avoir ce contact avec vos clients, chat avec eux sur Messenger. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise au téléphone et encore, vous pouvez leur envoyer des emails personnalisés, non pas robotiques. Et ça permet d'avoir plein d'informations, de transformer des haters en fans. On a déjà réussi à Ah oui, transformer oui. des... Moi, c'était un ambassadeur après. Ouais. Il parlait de ma marque à tout le monde. C'est ça, c'est Ouais, beau. c'est dingue. C'est beau. Donc aujourd'hui, Flo, il fait déjà de l'e-commerce, Ouais. il veut avoir des entrepôts. Oui, des warehouses. Donc, il y en a déjà une en Chine, une en Thaïlande. Le but, bon, il y en a une en France, sans être pas encore la mienne, mais voilà. UK, États-Unis, D'accord. différents pays, vraiment tisser la toile. Là, on a un projet de 10 boutiques e-commerce qui sont D'accord. en cours, en création de marque tout de suite. Donc là, on passe sur un autre level. Là, j'ai affaire à des normes, dépôt de marque, dépôt de design, un travail de recherche et développement avec les fabricants. Donc là, je suis dans mon monde. D'accord. Là, je retrouve un peu des choses que j'ai vécues dans mon parcours professionnel. Là, je suis complètement à l'aise. Mais tu es confronté à un autre rythme en fait. C'est ça. Moi, je comprends et il faut faire attention à ne pas commencer par cette étape-là parce que beaucoup Ah, tu vont, peux pas. vont entendre ça, ils vont dire tiens, je vais commencer par une marque, je vais commencer par des entrepôts. Non, l'étape 1, ça va toujours rester du dropshipping, on est bien d'accord. Tout à fait. La flexibilité qu'a aujourd'hui le dropshipping, le modèle business du dropshipping, moi je l'ai vu nulle part. Il n'y a aucun autre business model qui propose cette flexibilité-là. Donc commencez par ça et vous voyez le potentiel par exemple plus tard. Vous pouvez faire vos entrepôts, vos propres fulfillment centers. J'en connais même aujourd'hui qui ont des services de livraison spécial pour eux. C'est ce qu'on met en place. Ouais, donc il n'y a littéralement pas de limite en fait. Mais il y a des étapes qu'il faut. Tu peux pas faire une création de marque si tu connais pas ton marché. C'est pas le connaître, juste faire une étude de marché. Là, c'est en drop, ce qui est génial, c'est que tu es au contact. Alors, il faut faire le travail, il faut les appeler, il faut vraiment avoir cette démarche SAV, pas juste vendre des produits, débrouille-toi. Mais là, après, quand tu connais ton marché, là, après, quand tu arrives, tu veux créer ta marque, tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que les gens veulent, pensent, aiment, n'aiment pas, attendent, aussi ce que les autres vendent. Tu as une maîtrise, tu as des compétences, tu connais ton marché, tu as de la trésor aussi, il faut le dire, parce que Bien sûr. tu peux avoir toute la trésor du monde et créer ta marque, tu vas te foirer. Parce que tu n'as pas l'étude de marché, tu n'as pas les compétences. Tu peux avoir les compétences, si tu n'as pas la trésor, tu peux pas faire une Il marque. faut avoir l'expérience aussi C'est derrière. vraiment une alchimie de tout ça, et ça se construit grâce au drop. Et je pourrais me dire, tiens, je peux partir là-dessus. Non. Cette niche-là, je la connais pas, je la maîtrise pas, je repars. Et tu as quel âge aujourd'hui, Flo? Allez, je vais avoir 39 ans. 39 ans. Donc, et tu as commencé ta carrière d'e-commerçant il y a combien d'années? À quel âge? S'il doit revenir au tout début, la petite formation que j'ai pris, Bali, tout ça, c'était été 2018. C'est beau. Et vous, je vous ai découvert, on va dire, été 2019. C'est ça. Où là, ça a vraiment
début des résultats. Ouais. Bon, c'est beau et j'imagine que tu n'as qu'à tes débuts. Hein. Tu dis que là, non, là, tu viens de commencer. Je vois bien. C'est ça, en fait, quand on est entrepreneur, on est tout le temps dans cette aventure. Et en tout cas, c'est moi ce qui m'a fait lancer aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est qu'il y a toujours cette passion, cette excitation du lendemain. S'il n'y a pas de routine. Et ça, ce qui est beau aussi dans l'entrepreneuriat. Maintenant, pour clôturer un petit peu ce podcast-là, alors Flo a beaucoup de choses à nous dire. Et on va certainement organiser d'autres podcasts plus thématiques. Là, on a découvert un petit peu le parcours de Flo. Quel serait ton conseil numéro 1 pour les personnes qui veulent se lancer dans l'e-commerce, qui hésitent encore, ils voient les réussites de plusieurs personnes, comme toi, comme toutes les personnes qu'on a fait intervenir, et qui hésitent encore à se lancer et se disent « Ah, je sais pas encore. » Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, de savoir pourquoi ils veulent faire ça. Si tu le fais parce que c'est les autres aussi qui le font et que tu vois qu'il y en a d'autres qui réussissent, on va dire c'est un peu la lubie du moment, le business à faire, parce que là le Covid évidemment nous a mis en avant l'activité e-commerce n'a pas eu de difficulté, au contraire, ouais. ça vraiment. Donc on ne souhaite pas que le Covid poursuive comme ça, mais on ne va pas cracher dans la soupe, hein, clairement. Mais voilà, donc on a vu beaucoup de gens dans Enfin Libre qui voulaient venir se former dans l'e-commerce parce que c'est le business actuel. On n'a pas eu besoin du Covid pour que ça marche très bien. Hein. Mais voilà, donc déjà, de savoir vraiment pourquoi c'est fait. Alors après, ça dépend qui se pose la question. Est-ce que c'est déjà quelqu'un qui est salarié? Est-ce que c'est déjà un entrepreneur? On prend l'exemple d'un salarié voilà, qui hésite, il veut la liberté, il veut être enfin libre. Et il se dit, est-ce que c'est l'e-commerce? Il hésite, quoi. Il hésite depuis un moment, il hésite à franchir le pas. Ok. Moi j'aime bien faire l'analogie parce que comme avec Alpha Body, après j'ai coaché des gens et je fais toujours cette analogie avec le sport en fait. Tout le monde veut tout. Tout le monde veut beaucoup de choses, tu demandes à n'importe qui, il veut être libre financièrement, il veut ceci, il veut cela, il veut voyager, il veut telle vie. Tout le monde veut ça. Sauf que dans la réalité, il y a ceux qui le disent et après il y a ceux qui le font. C'est deux mondes. C'est comme le sport en fait. Au mois de janvier, 1er janvier, enfin le 31, tout le monde se tape dans le dos, tout le monde il est content. Allez, cette année c'est pour moi, il faut que je me remette au sport, il faut que je reprenne mon hygiène de vie. Alors il y en a c'est l'hygiène de vie, il y en a c'est parce qu'ils veulent les abdos, voilà. Tout le monde est super chaud. Il y a de la motivation. La motivation elle est au top et voilà, c'est les bonnes résolutions de l'année. Tout le monde. Et c'est pour ça que dans le business des abonnements en salle, le mois de janvier c'est le mois de l'année quoi. Et ça y va dans tous les sens. Sauf que, on sait très bien qu'à la fin du mois, ou mi-février, fin février, il y a 60% qui va abandonner. L'année est payée, hein. Ils ont abandonné. Mais ils ont abandonné. Ça dit quoi ça? Ça dit que la motivation toute seule, c'est pas suffisant. La motivation, elle s'entretient. C'est ça? Elle s'entretient. Déjà, c'est pas parce que tu es motivé comme ça, il faut entretenir la motivation, que tu trouves un intérêt, que tu vois que... De deux. Alors, premier réflexe, il s'abonne dans une salle. Bien, je cherche un endroit qui me permet d'avoir accès à du matériel que je ne vais pas acheter chez moi. Voilà. Et maintenant, il faut que je vienne régulièrement. Sauf que on voit bien que ça ne tient pas dans le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'objectif défini. Pourquoi je vais à la salle? Est-ce que c'est juste je fais du sport pour faire du sport, pour me vider la tête? Un peu l'expression qu'on dit. Est-ce que j'y vais parce que je veux avoir un physique comme ça? Est-ce que j'y vais pour augmenter ma masse musculaire? Est-ce que j'y vais pour perdre du poids? Est-ce que ceci? Donc si déjà tu ne sais pas pourquoi tu y vas et que c'est très clair pour toi, il ne faut pas se mentir, déjà ça c'est une étape. Après, ok, j'accède à du matériel, je prends l'abonnement. Et encore une fois, ça ne suffit pas. Si tu n'as pas un programme qui est fait par rapport à toi, ça ne peut pas marcher. Il faut que ça soit mesurable, quantifiable, un objectif long terme qu'on puisse découper en plusieurs étapes. Comme ça, tu arrives à avoir ta semaine, ton nombre de séances, nombre de séries, nombre de poids, de charges, de tel agrès qu'on fait. Mais ça doit être fait par rapport à toi. Là, c'est assez drôle, tu vas dans les salles de sport, Basic Fit ou autre, maintenant ils te mettent des programmes à l'entrée. Le programme perte de poids, le programme prise de masse. Comment c'est possible que moi, qui fais 1m70, toi, qui fais 1m90, on va arrondir, on veut tous les deux faire
prise de masse. C'est pas la même chose. On va avoir le même programme, le même nombre de séries, C'est ça. Comment Non. on peut avoir les mêmes résultats? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des programmes aujourd'hui comme Enfant Libre Il où faut se former. c'est de l'accompagnement, Et accompagner c'est surtout. personnalisé. Et aujourd'hui, je pense beaucoup de gens se sont rendus compte de l'importance de l'accompagnement et non pas que de la formation. Mm. En tout cas, merci Flo pour ce partage de valeurs, un parcours très très inspirant, franchement un des parcours les plus inspirants que j'ai jamais croisé. On est, comme on a dit, qu'au début. Ça fait que Oui. commencer. Ah, ça fait que commencer. Donc aujourd'hui, Flo est aussi un coach dans le programme Enfant Libre. Parce que beaucoup de gens posent la question. Et du coup, je sais que tu vas pas me la poser, mais je vais y répondre quand même parce que c'est important pour moi. Il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu t'es coach, pourquoi tu te fais chier à former des nouveaux alors que tu es déjà là, tu n'as pas le temps. En fait, le temps, si tu le trouves quand tu veux quelque chose. Mais déjà, si j'en suis là, c'est grâce à vous. Donc quand vous m'avez proposé de rejoindre l'aventure, la question s'est même pas posée pour moi. Je dis oui tout de suite. Même si j'avais des projets, j'ai réorganisé, c'était pas possible. Vous m'avez tendu la main d'une manière, je devais. Tu vois, c'est logique pour moi. Donc du coup, c'est comme ça que je fais partie de l'aventure et que je vous suis toujours. Voilà, vous êtes mes mentors à différents niveaux. Plus on évolue et il y a encore tellement à faire. C'est que le début. Enfant Libre, c'est que le début. C'est vraiment il y a tellement de choses à faire. Et pourquoi j'ai voulu aussi apporter cette partie coaching? Parce que c'est là où c'est ma zone de génie en fait. C'est là où je suis le plus à l'aise. Et déjà à l'époque, Thomas et Camille, quand ils voyaient que je galérais en drop avant, qu'ils me disent tiens, il y a Saad et Adam qui vont faire le Shark Club, ils me disaient mais pourquoi t'es pas coach? On sent que tu maîtrises ton sujet, il y a un truc, t'aimes bien parler, tu comprends tout de suite, tu vois, tu m'as analysé, tu m'as dit tiens, tu fais tel script, quand il était au téléphone, tu vois, tu perds trop de temps là-dessus, il faut que tu captes ton appel, c'est toi qui dirige, si tu te fais embarquer, tout ça, ça fait des appels, t'as pas le temps. Et du coup, il me dit putain, t'analyses bien, faudrait que tu sois coach. Et il y a plusieurs gens dans mon parcours qui m'ont dit faut que tu sois, c'est ton truc en fait. C'est ça. Moi, que ce soit directement, et c'est pour ça justement, c'est pour ça que je t'ai proposé de nous rejoindre l'équipe Enfant Libre, et ça a été une de nos meilleures idées, et tu nous as fait l'immense honneur de nous rejoindre en tant que coach. Et merci, tu nous as fait aussi l'honneur de nous rejoindre dans ce podcast-là. Ah ouais, c'est grand plaisir. Donc n'hésitez pas les amis, si vous voulez voir d'autres podcasts avec Coach Flo, qui va certainement nous rejoindre à Bangkok dans les mois à venir, Ouais. dans les heures à venir. Je dirais février-mars. C'est ça, on va certainement organiser des podcasts un peu plus pro à Bangkok où on aura des thématiques différentes. En fait, on va parler développement personnel, mindset, tout ça. Productivité. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à nous laisser un petit pouce bleu, des commentaires, des notes sur iTunes si vous nous écoutez sur iTunes. On se dit à très bientôt. Merci à toi Flo. Merci à vous. Ciao ciao. À très vite.